Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact. Ici, on parle de transition écologique, de responsabilité sociale et environnementale des entreprises avec Émilie Kovacs, évidemment. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment ça va? Ça va très bien. Le sommaire de ce jeudi 3 septembre, l'invité de Smart Impact, c'est le directeur général de Panasonic France. Il nous expliquera comment ce géant de l'industrie réduit son impact sur l'environnement. Notre débat RSE du jour est vaste, il s'adresse aux entrepreneurs. Comment être un dirigeant responsable? Et puis la bonne idée du jour, c'est celle de Mini Green Power, une société qui propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour atteindre l'autonomie énergétique. On a 30 minutes pour développer ces titres. C'est parti pour Smart Impact. Bonjour Eric Novelle. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur général adjoint de Panasonic Europe, directeur général de Panasonic France. Quand on dit Panasonic, notre premier réflexe est de penser électronique grand public. Ça représente quoi dans le chiffre d'affaires de Panasonic au niveau mondial? C'est une toute petite part de notre activité. On couvre 5 grands pôles d'activité dans le monde. Donc pour répondre directement à votre question, quelques pourcents en fait. 3 à 4% de notre activité, ce qu'on peut retrouver dans le salon. On a une très grosse activité. La première, c'est l'avionics, donc tout ce que vous pouvez retrouver comme électronique dans les avions. On a une grosse part de marché mondial. On a une deuxième partie, c'est l'énergie, donc tout ce qui est production de batteries, stockage, et comment on redistribue cette énergie à la fois dans des bâtiments, dans des maisons ou dans de la mobilité, voitures, vélos, etc. On construit des immeubles et des maisons principalement au Japon. Et puis pratiquement des quartiers entiers. Pas des quartiers, mais des images de villes ou de quartiers qui ont été construits par Panasonic. Ça veut dire que vous les pensez de A à Z? Oui, ce sont des villes dans la ville en fait. L'objectif, et il faut faire le lien avec votre émission qui est très importante, c'est comment un groupe de la dimension de Panasonic, puisque Panasonic c'est 62 milliards de dollars, donc c'est l'un des top 100 dans le monde, va s'inscrire sur la durée et va réduire son empreinte écologique et va contribuer à la société. Et pour raconter un petit peu l'histoire de Panasonic, parce que c'est intéressant, c'est un groupe qui a plus de 100 ans, et le fondateur avait déjà créé un département social responsabilité en 1969. Alors pour plein de raisons, parce que c'était dans son ADN et surtout parce que Panasonic est un groupe japonais et vous savez combien le Japon est attaché à la protection de l'environnement et à une politique sociale très, très avancée. Alors justement, quels engagements en développement durable? Vous avez parlé des batteries, c'est ça? Comment vous avez développé cette activité? Depuis quand? Le groupe essaye de réfléchir sur son empreinte. Alors bien entendu, l'énergie en fait partie, puisque aujourd'hui on cherche à réduire la consommation et à mieux répartir la consommation. Et le grand défi, c'est comment on a la capacité de stocker. Oui, c'est un énorme enjeu de l'énergie aujourd'hui. Et on stocke l'énergie par des batteries. Or, on maîtrise très bien le stockage d'énergie sur des petites, faibles consommations, sur un vélo. Donc aujourd'hui, c'est l'explosion. Même si on voit qu'avec un vélo, on faisait 10 km et 2 ans après, on en fait 60. Mais stocker l'énergie pour la consommation individuelle d'une maison ou d'un bâtiment ou d'un quartier, c'est totalement différent. On sait que des panneaux solaires ne sont pas capables de stocker suffisamment ou de créer suffisamment d'énergie pour redistribuer. Donc vous parliez de quartier, et je vais vous donner un exemple intéressant, c'est que tout doit être pensé de A à Z. Si vous voulez vraiment avoir une réduction très forte du CO2, et les quartiers en question ont réduit la consommation d'énergie de 70%. Ça c'est au Japon. Alors c'est au Japon, on a 2 villes au Japon, comme ça, enfin 2 quartiers, et on a ouvert un quartier à Berlin, qui est très en avance aussi, les Allemands, sur cette empreinte écologique. Donc on les pense de A à Z. Et voilà. Cet objectif, ça veut dire quoi? La seule manière, c'est de le penser de A à Z. C'est-à-dire que une petite anecdote, par exemple, au Japon, on voit le réchauffement de la planète. Donc les maisons sont disposées d'une certaine manière pour que, en fait, le vent circule
dans les rues et que finalement, ça rafraîchisse aussi les habitations parce qu'il y a un mouvement circulaire du vent. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple. On ne parle même pas de stockage d'énergie, on parle juste de pensée. On met la mairie, l'école, les commerces au centre pour que les déplacements soient réduits et que ce soit très accessible. Et en réduisant les déplacements, vous réduisez votre empreinte écologique. Et la dernière chose, c'est comment on stocke cette énergie et on la redistribue. Et au lieu de la stocker individuellement, on la stocke de manière globale et on la redistribue de manière individuelle. Oui, d'ailleurs, c'est un de vos objectifs d'ici à 2050, de produire plus d'électricité que vous n'en consommez, c'est ça? Oui, là, globalement, sur ces quartiers-là, ce sont des quartiers qui sont quasiment autonomes. C'est pas loin, 2050. On pourrait se dire, pourquoi c'est pas 2035? Voilà, c'est un objectif. La complexité de ça, c'est de tout mettre ensemble. Comment vos appareils électroniques, électroménagers, comment vos déplacements vont être pensés pour que tout ça soit réduit. C'est vraiment En ratio, là, vous en êtes à combien, du coup, par exemple, d'énergie que vous produisez versus... Là, globalement, oui, c'est ça. On a à peu près 70% sur ces quartiers d'autonomie. Donc, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Panasonic, on va donner quelques chiffres. 582 filiales, 72 sociétés partenaires dans le monde. Et puis, vous nous avez parlé du chiffre d'affaires, 62 milliards d'euros pour l'exercice clôturé au 31 mars 2020. Il y a donc cet engagement vers le développement durable. Est-ce que c'est vrai aussi dans vos usines? Parce que ça peut commencer par là. Là, on disait objectif 2050, mais il y a, j'imagine, des choses que vous faites dès maintenant pour que vos usines soient, je ne sais pas, peut-être autonomes énergétiquement ou moins consommatrices de matières premières, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui a déjà démarré depuis une dizaine d'années. Après, pour une société comme Panasonic, on a des usines partout dans le monde. Donc, c'est difficile d'aligner les usines sur les mêmes normes. Ça dépend des zones, ça dépend des pays, mais c'est forcément quelque chose qui est très important, pas seulement dans la capacité à réduire cette consommation, mais aussi dans le message qu'on passe vis-à-vis de nos employés. On a 250 000 salariés dans le monde, et un salarié est un citoyen, et un citoyen, il a envie de travailler pour une entreprise qui est fière. Oui, justement, quelle est votre politique sociale, votre axe de développement sur ces sujets-là auprès de vos collaborateurs? Alors, tout à l'heure, je parlais d'empreinte en fait vers le CSR depuis très longtemps. 69, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans les gènes de l'entreprise. Alors souvent, c'est un discours qu'on tient facilement en disant on est orienté d'une entreprise qui veut réduire son empreinte écologique. Mais au-delà de ça, je vous ai dit que c'est une entreprise qui était centenaire et le fondateur a inscrit 7 principes dans l'entreprise. Et un des principes, c'est le rôle de l'entreprise dans la société. Alors, il y a la courtoisie, le côté humble, etc. Donc, on est très dans l'esprit japonais. Mais c'est dans l'esprit loi Pacte aussi, du coup. On est absolument là-dedans. Donc, ça pouvait paraître un peu désuet dans les années 80. Oui, un petit côté bisounours, quoi. Un petit côté bisounours qui est resté comme ça. Le courant oriental versus le courant occidental. Absolument, avec des fondamentaux qui restent en fait en Asie. On se rend compte, principalement au Japon, que ce sont des choses qui sont vraiment ancrées. Et aujourd'hui, ça résonne totalement différemment. Mais alors, je reviens au concret, après les grands principes. Et vous n'avez pas terminé de répondre à la question sur ce que vous avez changé dans vos usines pour finalement avoir moins d'impact écologique. Vous dites que c'est important pour la fierté de nos salariés, on l'entend évidemment, c'est essentiel. Beaucoup d'entreprises ont intégré cette notion aujourd'hui. Mais par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous recyclez plus vos déchets? Est-ce que vous utilisez moins d'eau, moins de sable? Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple concret qui va au-delà de la production des usines. Là, on parlait de batteries, donc Panasonic est, on va dire, dans le top 3 des producteurs de batteries. Et une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fera de la batterie une fois utilisée? Donc l'entreprise s'inscrit vraiment dans une capacité à recycler les batteries, à récupérer ces batteries. Donc on travaille avec Tesla notamment sur ces choses-là. Je dirais que j'ai peut-être un peu provocateur en disant que les usines et la manière dont on configure les usines pour qu'elles soient en faible consommation et surtout que les produits qui sortent de ces usines soient dans une supply chain logique pour éviter de faire le tour du monde avant d'arriver chez vous, c'est quelque chose qui est déjà inscrit depuis longtemps. C'est pas nouveau.
Ah non, c'est pas nouveau. Ouais. Donc ce qui est nouveau, c'est quoi? C'est de trouver des technologies pour faire en sorte, justement, on parlait des batteries, de réussir à stocker l'énergie. C'est ça, vos investissements les plus lourds, ils sont là-dedans aujourd'hui? Oui, ce qui est plus compliqué, c'est un petit peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de penser à une solution globale. Ouais. Parce que de manière indépendante, on peut se dire, oui, on a fait une très belle usine, elle consomme moins, moitié par exemple d'électricité. Après, si on n'a pas de logique derrière ou qu'on n'est pas capable de recycler les produits qu'on envoie sur la planète, ça a peu de sens. Donc c'est vrai que c'est très complexe, mais ça fait partie d'une solution globale. En Europe, parce que là on se parle de l'Asie, mais en Europe, on a complètement repensé la localisation de nos entrepôts pour tous les produits qu'on commercialise, pour avoir un flux beaucoup moins impactant pour la planète et beaucoup plus logique. Donc ça prend quelques années de customisation et de réflexion. Mais oui, bien sûr, c'est inscrit dans tous les groupes, et je pense que pas seulement Panasonic. Merci beaucoup, merci Eric Novelle. C'était passionnant de découvrir les engagements d'un géant mondial en matière d'environnement et de responsabilité sociale et environnementale. On passe au débat de Smart Impact. Comment être un dirigeant responsable? C'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, nous accueillons Julie Schwartz, directrice d'Econovia, une agence de communication responsable. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Gilles Vermeau-Desroches, le directeur développement durable de Schneider Electric. Bonjour également. Bonjour et Merci bienvenue. à tous les deux d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez déjà chacun nous donner votre définition de ce qu'est un dirigeant responsable? Julie Desroches. Alors, en préparant cette intervention, j'étais bien embêtée, ça va vous étonner, mais aujourd'hui, je serais bien incapable de vous donner une définition factuelle et objective de ce qu'est un dirigeant responsable. Les notions de RSE sont des notions qui sont très nouvelles, et même les doctorants, les chercheurs qui travaillent sur ces notions sont encore très tâtonnants sur ce sujet. Donc chacun, même les grands groupes, sont parfois démunis pour définir ce terme. En revanche, en 10 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance d'accompagner à peu près 200 entrepreneurs, des entrepreneurs très atypiques, un peu des ovnis, qui sont des entrepreneurs qu'on dit entrepreneurs sociaux ou entrepreneurs du changement, et qui concilient, ça c'est peut-être un premier critère, qui concilie l'efficacité économique, la performance économique avec l'utilité sociale et environnementale. Gilles Vermeau-Desroches, effectivement, vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est compliqué parce que c'est une notion un peu émergente? Non, je crois que ce qui est émergent, c'est que la société est en train de bouger. Il y avait d'un moment les États qui s'occupaient du bien public, les ONG qui mobilisaient les citoyens qui voulaient faire quelque chose, et puis les entreprises qui étaient mises dans une case particulière où elles devaient faire du profit. Au XXIe siècle, on est dans un monde où les entreprises doivent s'intéresser au bien commun. On a inventé les 17 objectifs du développement durable qui parlent à chaque entreprise, à chaque citoyen, qui est une grammaire un peu de discussion. Et un dirigeant responsable, c'est celui qui est visionnaire du moyen terme. C'est celui qui pense que c'est pas parce qu'à très court terme, pour faire telle ou telle chose, qu'il faut oublier que c'est dans le moyen terme qu'il faut emmener son équipe. C'est celui qui croit que le capital humain, c'est au fond le meilleur capital de l'entreprise, c'est celui qui transformera l'entreprise. Et que donc, si parfois il est invité à vouloir aller vite, il a cet adage que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et pour moi, le dirigeant responsable, c'est celui qui ouvre les fenêtres de son entreprise pour voir comment le monde change. Et pour le coup, la relation avec le monde des jeunes est capitale pour ça, parce qu'ils sont bien ces millennials dans ce monde digital qui se pense un peu différemment et plus cohérent. Et donc, voyant ça, qu'il intègre pour lui-même être agile dans sa responsabilité. Ça veut dire sortir des indicateurs financiers comme Doxa un peu de la stratégie de l'entreprise, c'est ça? Oui, bien sûr, ça veut dire que l'entreprise, c'est un tout. Un dirigeant responsable, c'est celui qui a une vision à 360 degrés. Il faut évidemment qu'il ait la rentabilité de son entreprise, en particulier lorsqu'il est coté, parce que sa première responsabilité, c'est que son entreprise, pour ses salariés, pour lui, pour l'avenir, soit en vie demain et qu'il y ait un certain nombre de choses, parfois dures à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux du moment. Tous ces dirigeants qui vivent la crise du Covid le sentent bien, mais c'est aussi un dirigeant qui embarque les autres. Pour embarquer les autres, il faut être un peu visionnaire et pas seulement rivé sur le premier tableau de bord de la fin de l'année. C'est où on va, comment on y va, et à nouveau, les enjeux du développement durable, cette vision extra-financière, cette contribution de la société à l'extérieur. Aujourd'hui, en France, on a la loi Pacte
qui pousse toute entreprise qui le souhaite à expliquer sa raison d'être. Pourquoi on fait tout ça ensemble? Les entreprises, elles ont l'habitude de dire comment elles agissent, qu'est-ce qu'elles mettent sur le marché. Mais au fond, aller plus loin que le doigt et se dire pourquoi on est là, quelle est la particularité de mon entreprise et qu'est-ce qu'on apporte, c'est sûrement une bonne manière d'être responsable et de viser un peu un avenir plus long terme. Ouais. Julie Schwartz, quand vous accompagnez des entrepreneurs dans leur communication, évidemment, les messages dont on parle à l'instant, ils s'adressent en externe et essentiellement ou peut-être prioritairement en interne, parce que les salariés aujourd'hui, ils sont ultra sensibles à ces messages. Nous, on est très vigilants chez Econovia, c'est-à-dire qu'on a une tendance aussi des structures qui, par opportunisme, se disent responsables et donc on fait très attention aux pratiques de greenwashing. La Fondation Total, il y a quelques années, est venue nous voir, on a refusé de les accompagner. Nous, on va plus loin que le dirigeant responsable, on parle d'entrepreneurs du changement, d'entreprises citoyennes, et je préfère à la notion de dirigeant responsable, parce que qui peut se dire dirigeant? Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression de diriger personne. Je suis chef d'orchestre. Je partage votre point de vue, Monsieur Desroches. Je pense qu'un dirigeant responsable, c'est celui qui laisse son ego et son intérêt personnel au placard pour placer la vision de son entreprise. Alors aujourd'hui, les entreprises ont un peu perdu leur raison d'être. C'est pour ça qu'on a des masters, par exemple, Panthéon-Sorbonne a lancé un master d'éthique appliquée où les entreprises sollicitent des philosophes pour remettre de la raison d'être et du sens au sein des entreprises. C'est pour ça qu'en termes de signaux faibles au niveau des grandes écoles, l'ESSEC a lancé Entropia il y a une dizaine d'années pour accompagner ces entrepreneurs du changement. HEC lance l'Académie des entrepreneurs du changement il y a à peu près 5 ans. Donc on sent bien, il y a aussi des mouvements. Alors d'un côté, il y a le MEDEF, mais il y a aussi le MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, le mouvement des leaders éclairés. Enfin, là, nous, l'avantage, c'est qu'on est vraiment au cœur d'une transformation de paradigme de ce qu'est l'entrepreneuriat. Effectivement, comme on disait Thomas, comment les salariés maintenant se réapproprient leur place au sein de l'entreprise? C'est vraiment l'un des grandes thématiques de la loi Pacte. Et effectivement, quand on voit une étude Spark Insight Consulting pour New Tomorrow qui explique les priorités des décideurs français 2020-2021, eh bien, la première priorité, c'est l'humain. C'est l'humain de leurs salariés, de toutes les parties prenantes aussi, mais ça concerne la motivation des collaborateurs, la confiance, la communication. C'est aussi la redéfinition des stratégies de l'entreprise. Vous venez d'en parler, comme le développement d'une démarche écologique, de développement durable, RSE, innovation, évolution de la raison d'être de l'entreprise. Et enfin, un alignement des aspirations professionnelles et personnelles parce que, effectivement, les décideurs se disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus uniquement faire attention aux chiffres qu'on fait, à sa vie professionnelle. On doit prendre en compte aussi sa vie personnelle. Tout ça, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, Émilie, c'est que cette étude, elle est faite à la fin du mois d'avril. On est en plein confinement. Donc, il y a sans doute eu aussi un effet de ce confinement sur les priorités d'un certain nombre d'entrepreneurs. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi, Gilles Vermaudet? Oui, en tous les cas, ce qu'on ressent, cette crise du Covid va bouleverser beaucoup les éléments de l'entreprise, mais de la vie de tout le monde, et on ne sait pas encore aujourd'hui exactement quand et comment. On en voit des enseignements. Aujourd'hui, je sors du sujet pour y revenir. La relation parent-prof est différente à cette rentrée qu'elle l'était à celle de l'an dernier, parce que ça fait 8 mois qu'on demande aux parents de contribuer à l'éducation. De faire les profs, ils voient que c'est difficile. Alors, ils voient que c'est difficile, d'une part, et d'autre part, les profs doivent aussi se dire que les parents ont un jeu sur le sujet, ce qu'on avait un peu oublié depuis longtemps. J'ai envie de dire, dans nos entreprises, ce grand temps de la crise du Covid a aussi poussé, moi je trouve ça assez passionnant, à faire des réunions d'équipe, probablement plus qu'on en faisait dans le passé, à embarquer plus ces équipes sur des sujets et puis à penser l'avenir. On sait que quand on parlait moyen terme hier, il y a évidemment la grande question du changement climatique et de la biodiversité, mais aujourd'hui il y a aussi la grande question de la récession qu'il y a dans le monde. En France, elle est d'une certaine manière, mais dans beaucoup de pays du monde, elle est beaucoup plus importante, et surtout dans les pays en développement. J'ai envie de dire tout ça, ça va être dans le cadran moyen terme de chacune de nos entreprises. Il va falloir le prendre en compte. Pour moi, manager responsable, il y a un mot qui commence à prendre de l'importance. Je l'ai vu sur l'écran tout de suite, c'est le mot d'impact. Au fond, vous auriez interrogé les entreprises il y a 5 ans, 10 ans, ou lu des papiers académiques sur le sujet. Ce mot-là n'existait pas. Aujourd'hui, on dit, mais la grande question, c'est quel est l'impact de chacun d'entre nous, quel est notre impact, mais aussi quel est l'impact de l'entreprise. On rejoint les questions que vous posiez sur la loi Pacte, etc. Et je pense que redéfinir une entreprise sur quel est son impact aujourd'hui et comment elle veut l'ajuster aux enjeux de demain,
au fond, parce que en l'ajustant aux enjeux de demain, en répondant aux questions du plus grand nombre, on a des chances d'innover, parce que la grande question du 21e siècle, c'est pas de faire mieux ce qu'on faisait au 20e siècle, c'est d'innover pour faire autrement. Et bien pour ça, il faut que l'entreprise mesure son impact, définisse sa raison d'être, soit attractive. Tous les jeunes ne cherchent pas forcément d'être cohérents entre leur aspiration personnelle, ce qu'ils apprennent à l'école et le job qu'ils auront. Mais on sait aujourd'hui qu'ils sont de plus en plus nombreux, Ticket for Change et d'autres réalités le montrent, pour vouloir faire autrement que rentrer directement dans le monde de l'entreprise sans mesurer ce qu'elle apporte à la société. Ces jeunes, c'est l'entreprise de demain. L'entreprise qui ne saura pas les attirer aujourd'hui aura du mal d'innover demain. Et donc le management responsable qui rentre dans la tête de ces jeunes qui ne veulent pas morceler leur vie, c'est là peut-être la différence avec les générations d'avant, vont pousser tout ce monde-là, toutes nos entreprises à prendre au sérieux ces évolutions, ces outils du développement durable qui, grâce à eux, grâce à leur impact, avant pour être recrutés, mais encore plus quand ils sont dans l'entreprise pour voir la cohérence avec ce qu'on leur a dit, à nous faire évoluer, bouger et être collectivement plus agiles et plus responsables. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Les 10 minutes sont passées très vite. Ce qui est bon signe, c'était passionnant. On passe à la start-up du jour. Elle s'appelle Mini Green Power. La bonne idée du jour, c'est celle de notre invité Jean Riondel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes le cofondateur, le président de Mini Green Power. C'est une solution pour accompagner les entreprises et les collectivités vers l'autonomie énergétique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité un peu plus précisément ? Oui, notre entreprise s'est donné une mission récemment, c'est de transformer les déchets en énergie propre. On a une raison d'être. La raison d'être, c'est d'accompagner nos clients vers plus d'autonomie énergétique et de baisser leur empreinte carbone. Donc aujourd'hui, on a inventé et mis au point des machines qui permettent de transformer des déchets végétaux ou des résidus de bois ou des CSR, c'est-à-dire des combustibles solides résiduels, en électricité ou en chaleur. Et tout ça de façon locale. Ça veut dire que vos clients, ce sont principalement, vous les trouvez principalement dans le secteur de l'agriculture ou pas uniquement ? Pas uniquement. En fait, tout industriel ou collectivité qui consomme du gaz pour se chauffer, pour faire l'électricité, pour chauffer une piscine, pour chauffer un bâtiment, peut faire appel à nos services. On est capable de remplacer leur énergie fossile par une énergie qui est faite localement à partir de déchets qui sont gaspillés autour d'eux. Donc votre volonté de départ en créant Mini Green Power, c'est d'être un acteur de la transition énergétique. Qui sont vos clients exactement du coup ? Alors, nos clients, ce sont des industriels qui aujourd'hui soit ont des déchets qui leur coûtent cher et qui souhaitent valoriser, soit des industriels qui dépensent de l'énergie pour se chauffer, pour leurs procédés. C'est aussi des collectivités. Les collectivités aspirent à plus d'autonomie énergétique. On voit bien que si la vanne de gaz se coupe, on est tous ennuyés. Donc les collectivités qui doivent apporter aussi à leurs citoyens des solutions qui sont plus propres et qui sont plus respectueuses des individus et de l'environnement. C'est quoi comme technologie ? C'est la biomasse, qu'on appelle la biomasse ? Alors, c'est pas que de la biomasse, c'est-à-dire que nous, on s'est intéressé à valoriser des résidus d'élagage au début, puisque les chaudières biomasse ne savaient pas les prendre à l'époque, en 2014. C'est une technologie de combustion étagée, c'est-à-dire qu'en fait, on dose la proportion d'air et de combustible de façon très précise pour finalement arriver à faire de la chaleur à 1000 degrés sans polluer. Et ça, on a réussi à mettre au point cette technologie-là grâce au big data. Une chaudière biomasse n'arrive pas à polluer aussi peu que ce que nous faisons. Et donc, on s'est aperçu au fil des ans que notre technologie s'adapte aussi aux résidus de bois, comme des tabliquets à broyer, ou au CSR, c'est-à-dire ce qui reste après tri dans les déchetteries et qui aujourd'hui part à l'enfouissement. Où est-ce que vous en êtes là dans votre développement ? Alors, aujourd'hui, on est en début de ce qu'on appelle le scale-up. On a réalisé il y a 2 ans 250 000 euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, 1 million d'euros. Cette année, on vise 5 millions d'euros. On a déjà 4 centrales qui marchent. Il y en a 2 à l'étranger, Sicile et Angleterre.
On en a une à hier, là on a notre démonstrateur dans le Var. Et puis en ce moment, les Bretons ont été les premiers à nous faire confiance en France. On a une centrale qui est en train de démarrer à Landivisiau, à côté de Brest. Et on espère que ça va être le début. On se prépare à beaucoup de commandes et également on Qu'est-ce qui vous besoin- freine Voilà. il y a des réticences, il y a assez nouveau, donc on n'ose Plus pas, en France des qu'à collectivités n'osent pas y aller. Qu'est-ce qui vous freine? Oui, en effet, les Français ont plus de mal à se projeter. Les États-Unis sont très enthousiastes, Israël très enthousiaste. On l'a vu, les Anglais et les Italiens nous ont fait confiance. En France, il y a la peur de réussir, la peur de changer. Nous, aujourd'hui, très concrètement, on est en train de faire une levée de fonds de 10 millions d'euros auprès de fonds d'investissement. Il faut qu'on arrive à les convaincre. Des fonds d'investissement français ou étrangers du coup? Alors là, c'est français, parce qu'en fait, moi, je suis français, fier d'être français. Je pense que l'intelligence et on a une histoire qui fait qu'on peut s'imposer dans le monde entier. Et donc, simplement, il faut qu'on soit soutenu, d'une part, financièrement, et puis, en même temps, les industriels français, les collectivités. Sur le terrain aussi. ouais. Sur le terrain, on a besoin d'être encouragés, parce qu'en fait, nous sommes une ETI de demain. On prévoit d'avoir 400 emplois d'ici 10 ans, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais il faut savoir faire la place tôt et puis nous encourager. Et donc c'est ça que, en tout cas, je suis encouragé par des gens comme vous qui nous aident et qui nous font connaître. On a de l'envie, on a de l'ambition, on crée de l'emploi pour nos jeunes et voilà. Et puis en même temps, on a aussi une forte envie d'apporter quelque chose de différent aux employés, plus d'autonomie. Donc on est dans un modèle aussi d'entreprise libérée dans lequel on est amené à se développer. Merci Voilà. beaucoup et Merci. bon vent à Mini Green Power. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Vous connaissez les horaires maintenant, 9h, midi, 20h30 sur Bismart. À demain.